Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau webinaire expert organisé par Yogist Well at Work. Je suis Anne-Charlotte Vulcino, la fondatrice de Yogist, et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Arnaud Rérol. L'objet de ces webinaires, c'est très simple, c'est de partager avec vous des témoignages, des expertises, surtout des remontées du terrain, des datas qui vont vous permettre d'explorer ou d'éclairer une problématique liée à la qualité de vie et aux conditions de travail, au bien-être au travail, aux new ways of working, bref, à la manière dont nous ou nos collaborateurs, si nous sommes des professionnels des RH, prennent soin de leur corps, de leur cerveau et de leur environnement de travail pendant leur journée. Arnaud et moi, nous nous sommes rencontrés il y a quelques semaines, quelques mois déjà, dans le cadre enchanteur de la station F, où Yogist avait ses bureaux pendant près de 3 ans, et dans le cadre du Lab RH, dont nous faisons tous les deux partie, le Lab RH étant un écosystème d'acteurs innovants, start-up et grands comptes, au service de l'innovation dans les ressources humaines. Et lorsque nous nous sommes rencontrés avec Arnaud, nous nous sommes rendus compte assez rapidement que nos activités étaient très complémentaires. Depuis 10 ans, Yogist Well at Work œuvre pour intégrer du mouvement et des moments de récupération dans le quotidien des travailleurs à l'ère du digital pour protéger la santé mentale et physique de l'environnement de travail et du monde du travail. Nous avons développé une méthode pour vous faire bouger, pour vous faire respirer, pour vous aider à travailler sans vous abîmer. Et nous l'apportons dans des environnements qui vont de l'usine au laboratoire scientifique et évidemment aux grandes tours de la défense jusqu'aux open space et au télétravail. Avec Arnaud, c'est une autre histoire. Il est beaucoup plus axé sur la data. Et évidemment, c'est la première question qu'on nous pose chez Yogi sur le bien fondé et le résultat des pauses actives que nous proposons. Comment leurs résultats et leurs impacts sont-ils mesurables? Et surtout, comment sait-on que cela marche? Et encore, pourquoi faut-il les faire? Quel est l'enjeu immédiatement mesurable d'intégrer ces bonnes manières de travailler dans le quotidien du travail? Et c'est pour ça que je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui, Arnaud. Tu vas être vraiment notre expert sur la data, disons, la data et la mesure scientifique de ces bonnes pratiques et de la mesure de la charge de travail dans ce qui concerne la santé mentale et la santé physique. Est-ce que tu peux tout d'abord te présenter en quelques minutes? Qui es-tu? D'où viens-tu? Et en quoi consiste ta solution Grit? Merci Anne-Charlotte, pardon. Bonjour à tous, je suis Arnaud Rérol, je suis le fondateur de Grit. Alors on s'est donné comme objectif, comme mission, comme on dit dans le monde des startups, de gamifier les politiques QVCT des entreprises avec l'objectif intermédiaire d'introduire des facteurs de récupération dans les routines de travail et d'utiliser la data de l'environnement de travail pour ça. Alors la data change la donne dans les systèmes de conduite du changement ou de transformation des pratiques. La data, pour vous donner un peu l'expérience qu'on essaye de faire vivre à nos utilisateurs, à nos clients, c'est celle que vous avez si vous utilisez une montre connectée et vous connaissez forcément les fameux 10 000 pas qui nous permettent de rester en bonne santé. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que derrière, il y a quelque chose de bien plus ambitieux et comment dire, et surtout que c'est une initiative de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui s'est intéressée à trouver des systèmes pour encourager les citoyens à avoir un minimum d'activité physique au quotidien pour diminuer les risques cardiovasculaires. Donc, ils ont tenté plein de trucs. Et il se trouve que c'est une des expériences à l'échelle mondiale qui a le mieux fonctionné, qui continue d'ailleurs de très bien fonctionner et qui a vraiment des impacts sur cette prévention. Alors pourquoi ces 10 000 pas? Ces 10 000 pas, en fait, c'est un moyen, parmi d'autres, de nous amener dans une activité bas régime au niveau cardiaque, un peu moins de 110 pulsations par minute, un bas régime pendant 1 heure. Voilà, 10 000 pas, ça correspond à ça. Et le fait que ce soit facile à mesurer, ça a permis à chacun de se confronter et de se savoir s'il était ou pas dans cette fourchette d'activité. Et puis, ceux qui sont entrés dans le jeu ont vu aussi que d'autres acteurs sont arrivés avec des applications sur les montres, sur les téléphones, qui nous ont permis de gamifier la chose et nous inciter
en nous disant « Bravo, vous avez fait vos 10 000 pas, bravo, vous avez parcouru telle distance depuis le mois dernier ». Et c'est quand même la publicité, on a l'impression qu'on n'est pas sensible à ça, mais en fait, si. Et en tout cas, durant un temps de transition, on va se laisser prendre au jeu et on va adapter ces petites routines quotidiennes. Moi, je me suis surpris à descendre une station de métro plus tôt pour faire mes 10 000 pas. Voilà. Et je pense que chacun a des exemples où il s'est laissé influencer par ce type de sollicitation. On fait exactement la même chose au sein de l'entreprise. Donc pourquoi, et c'est ce dont on va parler ce matin, pourquoi? Parce que tout simplement, on est globalement conscient de la saturation de réunions que l'on subit. On est globalement conscient de le multitâche dans lequel on baigne. On est globalement conscient que le travail numérique, enfin les environnements numériques nous ont conduit à travailler en débordement, c'est-à-dire à travailler au-delà des heures usuelles de travail. Depuis que je suis rentré, moi, sur le marché du travail, il y a maintenant une vingtaine d'années, on parle de réunionnite. Et il y a peut-être des centaines de bouquins dans les bibliothèques, dans les rayons de bibliothèque, qui parlent de comment est-ce qu'on pourrait améliorer les réunions. Et pourtant, ce problème ne fait persiste et même, voire, se renforce. Donc, il y a une conscience de la problématique et une grande difficulté à changer nos habitudes. Et c'est là où la data va rentrer en jeu. Alors, la première chose, je vais vous partager juste une slide. J'ai oublié si c'est là. Top. Voilà, je pense que vous me confirmez que ça apparaît bien. Parfait. Voilà. Donc, la première chose, c'est, comme pour les 10 000 pas, il faut qu'on arrive à caractériser les rythmes de travail dans lesquels on se trouve. Et donc, on a utilisé 4 critères pour ça. Le premier, c'est le volume de réunion, parce que la réunion va venir complètement cannibaliser les agendas des uns et des autres. Si vous avez sur une journée qui théoriquement dure 8 heures, si vous commencez à avoir 4, 6 heures de réunion, ça veut dire que vous avez beaucoup moins de temps pour travailler sur les sujets de fond, le cœur de votre mission. Voilà. Vous êtes aussi conscient que dans les organisations d'aujourd'hui, on est finalement invité à un certain nombre de réunions et ce n'est pas toujours facile de questionner le pourquoi de notre présence à une réunion. Donc on vient, on accepte. Et puis par-delà, on se dit, c'est pas très grave, je vais pouvoir faire d'autres choses pendant la réunion. D'ailleurs, probablement certains d'entre vous sont en train de faire traiter leur mail ou travailler sur autre chose et m'écoutent d'une oreille. Donc ça, c'est une multitâche. Et on va voir tout à l'heure que le multitâche, notre cerveau, il n'est pas si à l'aise que ça avec le multitâche. On a tendance à se surestimer et qu'il entraîne de la fatigue cognitive. Donc, quel est le niveau de multitâche dans les rythmes de travail de chacun? Ensuite, les facilités à organiser des visios font qu'on a tendance à jouer à Tetris avec les agendas des uns et des autres, et donc à coller les réunions dans les petits trous de souris des agendas des personnes qu'on veut inviter. Et on a des matinées, des après-midi qui sont composées de visios qui s'enchaînent. Et ça, c'est extrêmement fatigant aussi pour notre cerveau. C'est à la fois quelque chose qui est exprimé par les collaborateurs lorsqu'on les sonde, et puis c'est également expliqué par les neurosciences. Voilà. Et le dernier élément, c'est le travail en débordement. Le travail en débordement, c'est le fait ça a dû vous arriver forcément, voilà, la journée s'est passée à toute vitesse et vous n'avez pas eu le temps de faire les choses essentielles sur lesquelles vous êtes objectivé, et vous vous dites, bah, c'est pas grave, je vais utiliser un temps au calme après le dîner chez moi pour traiter mes mails ou pour finaliser un document que je dois rendre prochainement. Donc ça, c'est du travail en débordement et ça a tendance à s'amplifier. Voilà, donc on a ces 4 critères pour venir caractériser la situation. Et on va pouvoir échanger avec Anne-Charlotte sur tout ce contexte. Mais le premier élément que je peux vous partager, c'est qu'aujourd'hui, 41% des cadres sont en situation d'hyperconnexion, c'est-à-dire qu'ils travaillent en débordement 1 jour sur 2 en moyenne sur un trimestre. Voilà, 41% des cadres, 10% des collaborateurs en général au sein des entreprises. Donc, ce n'est pas un phénomène marginal, c'est un phénomène qui est en train de se généraliser et qui s'aggrave avec la généralisation du numérique dans l'entreprise.
Ce qui est très intéressant, c'est qu'on s'en doutait, on l'a vu apparaître, hein, ce télétravail et ce débordement pendant le Covid et puis après la montée du télétravail. On l'a vu apparaître avec l'accélération des rythmes de travail et des rythmes de réunion où on n'a plus ce buffer de 5 minutes, c'est-à-dire que si tu n'es pas connecté à 10h01 à la réunion Teams sur laquelle tu es convié, eh bien on va t'appeler pour savoir si tu viens, alors que si tu le fais en présentiel, bah, bizarrement, on passe te dire que tu es peut-être en train de faire une pause technique ou tu es en train de régler un problème. On n'a plus ces moments de récupération, de pause et de souffle. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que on l'a senti arriver, ce phénomène. On a eu beaucoup de documentation là-dessus dans la presse, dans les médias, mais toi, tu vas pouvoir le mesurer de manière extrêmement précise, extrêmement concrète, de manière individuelle et de manière macro au sein et à la mesure d'une organisation, c'est ça? Exactement. En fait, on peut reprendre le parallèle avec la situation de l'OMS, qui peut communiquer, qui peut avoir des relais, notamment les médecins généralistes, qui vont inciter les uns et les autres à faire un minimum d'activité. Vous avez tous entendu ces messages de prévention. Ce n'est pas pour autant que ça vous impacte et que ça vous incite finalement à agir. Donc, le fait d'avoir de la donnée qui nous concerne, qui va pouvoir rendre visible chacune de nos petits efforts, de nos petits changements, ça va être extrêmement encourageant. Déjà, ça va renforcer probablement votre nécessité de changer parce que vous allez objectiver la situation que vous estimez déjà, que vous ressentez, mais que vous avez du mal à quantifier. Et donc, on va pouvoir, en utilisant les données qui sont dans Microsoft 365 ou Google Workspace, vous donner à chaque utilisateur ses rythmes de travail suivant les 4 caractéristiques que je viens de présenter. Donc ça, c'est le premier effet. Le deuxième effet, ça va être si vous cherchez à progresser, donc vous allez vous questionnez vous, mais idéalement, il faut travailler à la maille de l'équipe sur pourquoi autant de réunions, sur pourquoi des réunions qui durent 1 heure et pas 50 minutes, sur est-ce qu'on a vraiment la nécessité d'inviter autant de personnes à la réunion parce que finalement, la discussion, elle porte entre quelques-uns et les autres sont plus là pour suivre. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de les informer? Enfin, toutes ces questions, finalement, c'est que des sujets que vous connaissez par cœur, que régulièrement vous avez envie d'instruire, mais qu'on ne fait plus. Donc, il y a un peu cet état de résignation qu'on constate dans les organisations. Et le fait d'objectiver, de rendre visible la possibilité de progresser et les progrès réalisés par les adaptations de ces routines, c'est extrêmement motivant. Ça permet également à l'entreprise d'objectiver les progrès réalisés par certaines équipes, de valoriser les progrès réalisés par ces équipes, et puis ça permet également à l'entreprise de mettre en place des actions de prévention dont elle va pouvoir mesurer l'impact. Donc, par exemple, le débordement, il y a un lien fort avec le droit à la déconnexion. Alors, j'insiste juste une petite aparté, mais le droit à la déconnexion, c'est plus finalement, on protège le salarié de l'obligation qu'il pourrait avoir à répondre à un message, à une sollicitation en dehors des heures usuelles. Oui. Là, donc, ce dont on parle, c'est travail en débordement, donc c'est une action volontaire du salarié d'envoyer un mail à d'autres. Ce n'est pas tout à fait la même chose que le droit à la déconnexion. Là, il s'agit finalement de protéger souvent des cadres qui ont tendance à se percevoir un peu comme des surhommes ou des surfemmes, je ne sais pas si ça se dit aussi, mais en tout cas, à ne pas considérer que ce travail étendu dans la semaine a des répercussions sur leur santé et sur leur performance et sur leur bien-être en général. Donc, on a tendance à minimiser ça. Donc, on va vouloir, au niveau de l'entreprise, aider chacun à préserver ses ressources cognitives, comme on dit, en portant des messages de prévention. La data va permettre, d'une part, de faire un bilan, un état des lieux, de montrer l'hétérogénéité des situations, et puis ensuite de sensibiliser les équipes les plus concernées ou les profils les plus concernés à ces situations-là. Et il s'agira de leur fournir du coup des messages ciblés sur la base de constats objectifs de leur situation, et puis ensuite leur donner les moyens de progresser. Donc concrètement, c'est finalement compter le nombre de jours
où un cadre travaille en débordement. Et globalement, je vous ai dit 41% d'entre eux, c'est au moins un jour sur deux en moyenne. Et puis fixer des objectifs de réduction de ces actions en débordement. Donc, on va toucher d'une part, comment dire, on va permettre à chacun finalement de se confronter à cette situation-là et de se discipliner. Mais derrière, on va assez rapidement soulever des questions organisationnelles, des questions qui touchent le fonctionnement de l'entreprise et la culture de l'entreprise. Donc, chacun individuellement peut agir de manière partielle à son niveau, mais devra ensuite s'inscrire dans une démarche plus collective pour pouvoir traiter le problème en profondeur. Donc voilà, la data, elle a vraiment ce pouvoir d'arriver à mettre sur la table des choses que l'on sait, mais qu'on a tendance à comment dire, à pas vouloir voir. Là, Ouais. on objective. Et puis, elle va nous aider à valoriser chacun des petits gestes qui vont dans le bon sens. Ce qui est intéressant là, c'est que c'est un peu, le rapport, de temps d'écran de notre smartphone qui nous parvient, le lundi matin après un week-end. On se dit: «Oh là là, j'ai passé beaucoup trop de temps à scroller ou à regarder mes emails», mais qui ne nous incite pas pour autant à une action très concrète. Là, ce que tu es en train de dire, c'est que non seulement ça incite à une action concrète en termes d'organisation du temps, organisation des réunions et donc finalement de, manière de travailler en équipe et individuelle, mais en plus, ça incite à, prendre des moments de récupération pour que le débordement s'arrête. Finalement, il faut des buffers, des temps de pause. Et ça, c'est vraiment notre cheval de bataille chez Yogis. On s'est rendu compte qu'il y a de plus en plus, évidemment, d'arrêts de travail, de burn-out liés à la santé mentale qui se dégrade parce qu'on n'a plus ces moments de récupération qui permettent de juguler et de gérer son stress. Et puis, on voit évidemment que la santé physique se dégrade parce que pendant qu'on travaille en débordement, la plupart du temps, on est assis, sédentaire, sans bouger, rivé derrière son écran avec des TMS et des dégâts qui se font sur la colonne, sur les muscles, bref, sur le corps humain. Et donc, moi, ce qui m'intéresse là, c'est de voir comment on peut justifier, au-delà des études qui ont été montrées récemment, par exemple la Harvard Business Review qui a montré que faire une pause active de 5 minutes toutes les heures, ça permet de réduire de 30% la fatigue cognitive, les tensions physiques et la fatigue tout court, et d'augmenter de 30% des qualités de coopération et d'efficacité au travail telles que la patience, la créativité et finalement la réceptivité dans une réunion. Quelles sont, toi, les datas qui peuvent montrer de manière très concrète et donc inciter à les mettre en place, des moments de pause active, de récupération, des moments où on regarde par la fenêtre, où on va prendre, quelques minutes pour bouger, pour se lever, pour aller faire quelques pas et non pas une pause scrolling où on va se jeter sur les réseaux sociaux dès qu'on a, 1 minute de pause entre 2 réunions? Oui. En plus, il y a effectivement cette tentation. Je pense que la première chose, c'est aider les collaborateurs à prendre conscience qu'ils ont perdu la maîtrise de leur agenda. Et ça, c'est le nombre d'interviews qu'on a pu faire où les personnes nous ont dit qu'ils n'avaient pas le choix, qu'elles étaient archi sollicitées pendant toute la journée, que c'était sans fin. Euh, donc, c'est ce sentiment de perdre la maîtrise qui est je pense, la première étape à essayer de corriger. Donc, ça passe par essayer de prendre conscience que tout n'est pas si urgent que ça, même si tout arrive dans le chat. Il faut arriver à hiérarchiser les choses par rapport à ses priorités à soi. Donc, ça peut ensuite entraîner une réorganisation de ce qu'on appelle ces flux de travail, voir comment est-ce que je vais interagir sur mes différentes activités de manière à, moi, maîtriser quand est-ce que je m'intéresse à chacune de ces activités et donc à être plus dans le contrôle du temps que j'alloue à chacune des activités. Donc ça, on va dire, c'est l'idée générale. Je pense que le premier combat sur lequel chacun peut s'atteler, c'est la réunion. Alors, ma difficulté, c'est que comme ça fait 20 ans qu'on parle de ces problèmes de réunionnite, ça, voilà, tout le monde est résigné, comme je le disais tout à l'heure. Enfin, on a l'impression que, voilà, que c'est quelque chose qu'on a déjà essayé de faire et qui a pas forcément fonctionné. Pour autant, aujourd'hui, les datas nous montrent que la situation a vraiment empiré depuis la généralisation du travail hybride, donc en gros le post-Covid, et la facilité accrue d'organiser des réunions en visio.
À la fois, il n'y a plus besoin de se préoccuper de qui est présent, on a accès aux agendas des uns et des autres, donc on joue à Tetris, on invite les gens. On a même maintenant des clients qui nous disent: Moi j'invite, même si les gens ne sont pas dispo, ils arbitreront entre 2 réunions et puis de toute façon, il y a l'IA maintenant qui va faire le transcript». Voilà. Donc la technologie a tendance à, au lieu de nous aider, à au contraire nous amener dans des excès qui sont extrêmement contre-productifs et qui sont mauvais pour pour notre santé. Donc, arriver à cantonner les réunions. Donc, ça veut dire deux choses. Questionner l'utilité des réunions pour l'ensemble des participants lorsqu'on est l'organisateur, mais même quand on est participant, savoir dire, et je sais que ce n'est pas possible pour tout le monde, mais en tout cas ceux qui le peuvent, de dire: je pense que je ne suis pas utile à cette réunion et je me contenterai du compte-rendu ou en tout cas d'un sommaire des décisions qui en sortiront. Et puis ensuite, lorsque les réunions voilà, doivent avoir lieu, c'est s'assurer qu'elles puissent gérer des temps de transition. Ces fameux temps de transition qui permettront du coup de se lever, d'aller prendre un café ou de faire une pause active. Voilà, en tout cas de profiter d'un temps de transition. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. Une réunion d'une heure peut très bien durer 50 minutes. Il n'y a aucune difficulté à ça. Donc après, il faut avoir la discipline, une fois qu'on a programmé la réunion de 50 minutes, de tenir les 50 minutes. Et puis, si on veut vraiment être attentif, et c'est ce sur quoi nous travaillons, c'est lorsqu'on organise une réunion, être vigilant à ce que cette réunion ne soit pas jointive pour les participants. Mmh. Et donc, ça nous amène aussi, du coup, à décaler les débuts de réunion, voilà, parce que on a la majorité des réunions aujourd'hui qui se terminent à une heure fixe. Donc ça, je pense que c'est le point principal. Et je terminerai sur le fait que si vous réduisez le nombre de participants, vous êtes plus dans une logique d'interaction avec les invités. Et vous allez du coup aussi favoriser la webcam. Donc les gens vont être... vous allez pouvoir bénéficier aussi de la communication non verbale. Hein, on voit les gens qui opinent du chef voilà, quand ils vous écoutent. Et les réunions où il y a 8 personnes avec que des webcams éteintes, c'est aussi plus fatigant pour celui qui parle, qui n'a pas ce retour de ses interlocuteurs. Donc, vous allez avoir des réunions qui sont plus interactives, plus faciles à gérer, et donc moins multitâches. Voilà. Donc, c'est aussi du coup des réunions qui ressemblent plus aux réunions qu'on connaissait par le passé et En qui sont plus présentiel. faciles à gérer voilà, pour nous autres humains que ces réunions où en fait on n'est qu'à moitié présent. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de réunions pourraient être remplacées finalement par un message sur Slack ou même un email, mais non, on a quand même besoin de se voir. Ça veut bien dire qu'on a besoin de recréer du lien parce qu'on a été séparés et pendant le Covid et pendant le télétravail, on a été éloignés et qu'on a quand même besoin de remettre du lien humain. Et nous, ce qu'on voit chez Yogis depuis quelques années, c'est qu'on a créé des programmes spécifiques pour intégrer des moments de récupération et de pause active à intégrer dans les réunions, qu'elles se fassent en webinaire ou en présentiel. Maintenant, on propose au début d'une réunion un icebreaker de 5 minutes où on va prendre le temps de bouger, de se mettre dans les bonnes dispositions physiques, de ne pas avoir mal au dos ou le cou qui tire quand on en sera au numéro 3 de l'ordre du jour. Respirer au milieu de la réunion, si elle dure plus d'une heure et demie, eh bien on prend 5 minutes pour faire un petit contrôle alt-supre de cerveau, parce qu'on applique évidemment les préceptes de la méthode Pomodoro, qui non seulement lutte contre le multitâche, mais en plus nous incite à faire des pauses au moins toutes les 25 minutes pour permettre au cerveau de régénérer son énergie, de revenir avec les idées plus claires pour prendre la bonne décision et analyser le prochain point du meeting. Et donc, et finir une réunion avec un moment d'appropriation, d'intégration. Ça peut être un moment de détente, ça peut être un moment de mouvement qu'on fait en collectif pour se souvenir qu'on a tous un corps, tous le même cerveau, qui ne sont pas faits, qui ne sont pas conçus pour rester assis sur une chaise à enchaîner les meetings et les réunions et les points Slack toute la journée. Eh bien, ça, c'est ce qui nous paraît absolument indispensable pour nous et qui, en plus, a été très largement adopté par nos clients lorsqu'on leur propose, que ce soit sur un séminaire d'une journée, avoir des moments, ce qu'on a appelé, nous, des bulles de respiration. On va pouvoir faire bouger, faire respirer un public pour qu'il soit plus réceptif, plus attentif au énième discours et à l'énième présentation de slide qui va suivre. Et puis, avoir, même au sein d'une réunion très courte mais très intense, des moments où on retourne à l'humain, on retourne au corps et on peut créer du lien
avec des caméras ou avec la caméra fermée, si on trouve ça ridicule, de lever les bras ou de bouger son dos. Eh ben, on s'est rendu compte que ça avait un effet absolument bœuf dans les réunions. Mais ce qu'il a manqué peut-être par rapport à ce que tu as décrit tout à l'heure, Arnaud, sur le déclencheur, c'est un manager, des managers qui soient non seulement réceptifs, mais aussi promoteurs de ces bonnes pratiques et de ces bonnes techniques qui sont favorables aux new ways of working, hein, aux nouvelles manières de travailler avec le digital. Il faut que les managers soient sensibilisés, qu'ils soient convaincus du bienfait de prendre soin d'eux-mêmes pour mieux prendre soin de leurs équipes, et que donc ça passe par des moments collectifs où on va souffler, on va se vider la tête et revenir avec les idées plus claires pour le prochain sujet. Comment on fait pour convaincre les managers qui sont souvent les superwomen et les superhommes, on a dit tout à l'heure dans le chat, des superwomen, non, des Wonder Woman et des Superman. Exactement. Oui, moi j'ai constaté même parfois le terme qualité de vie au travail hérisse le poil des managers. Et oui. Et ça m'a surpris. Ça m'a surpris et en fait la raison à cela, je pense, c'est les injonctions et la pression sur les épaules des managers sur la performance, et aussi des situations où on leur demande finalement de mobiliser, d'engager l'intelligence collective, enfin, en gros d'avoir des équipes impliquées. Et pour eux, il y a une contradiction avec ces temps de pause, avec cette notion de qualité de vie au travail. Pour eux, c'est un peu la cerise sur le gâteau une fois que les objectifs sont atteints. Donc, maintenant, j'ai remarqué que finalement, peut-être la meilleure manière d'introduire le sujet, c'est moins de parler de qualité de vie au travail, mais plus de parler de performance et de faire le parallèle avec les sportifs. Et pour moi, ces Wonder Woman et ces Superman, ce sont des sportifs de haut niveau. Et en 2025, les sportifs de haut niveau, et vous avez peut-être pu observer ça, où on a beaucoup parlé du rythme de vie de nos athlètes avec les JO il y a un an. Aujourd'hui, pour performer, il faut savoir gérer sa récupération. Et ils passent plus d'attention et ils utilisent beaucoup de data pour gérer leur rythme de sommeil, leur alimentation, pour faire des entraînements à faible charge, pas tout le temps être à fond, pour pouvoir performer le jour J. Donc, il y a énormément de choses qui sont contre-intuitives et que la data permet de révéler, mais globalement, finalement, une meilleure connaissance de soi permet de nous adapter pour mieux performer et se sentir mieux. Et moi, j'ai l'impression que les managers aujourd'hui dans les grandes organisations sont un peu comme les coureurs du Tour de France dans les années 70. Donc, c'est des héros parce qu'ils ont des vélos qui pèsent 20 kilos. Et puis, pour les aider, on leur donne un peu de vin aux étapes. Voilà, on est un peu dans cette idée que ça va leur donner un coup de fouet. Aujourd'hui, ça paraît ridicule. Mais honnêtement, quand on voit le rythme auquel sont astreints les cadres chez nos clients, c'est tout aussi, ça interpelle de la même manière. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'arriverait pas finalement à mieux associer la notion de performance à cette notion de récupération et de bien-être? Donc, quand on en discute, les gens finalement changent petit à petit de perception. Mais donc, pour répondre à ta question, Anne-Charlotte, je pense que le premier point, c'est ce préjugé que l'on peut avoir sur la notion de qualité de vie au travail et cet antagonisme entre le bien-être et la performance. Tu as complètement raison. Et d'ailleurs, chez Yogis, sur les 10 dernières années, on a eu beaucoup de mal et de réticence à utiliser le mot de bien-être au travail. Ça nous paraissait totalement à côté de la plaque et ne pas être suffisamment concret pour convaincre les managers du bien fondé de cette démarche. Et tu as raison, je pense que les JO l'année dernière ont mis un coup de projecteur sur le fait que le repos fait vraiment partie de la performance pour les travailleurs intellectuels aussi, et pas que pour ceux qui ont une profession et un métier physique, et que finalement, ce bien-être qui fait partie de la performance peut se résumer sous un terme qu'on a découvert il n'y a pas longtemps et qu'on aime beaucoup chez Yogis. On appelait ça la bienformance, c'est-à-dire comment est-ce que le bien-être peut permettre de travailler plus efficacement, plus rapidement,
sans s'épuiser sur la durée. Bref, comment est-ce que prendre soin finalement de la machine, qui est notre corps, permet d'aller plus loin et de ménager sa monture pour aller plus vite et plus loin ensemble. Et c'est vrai que lorsqu'on arrive, nous, dans une entreprise, on commence par faire une sensibilisation avec le comité de direction, puis avec la communauté des managers pour les convaincre de cela, d'abord pour eux et ensuite pour leurs équipes, pour qu'ils se rendent compte qu'ils sont responsables de fournir à leurs collaborateurs un cadre de travail propice à un travail de qualité. Et souvent, ce sont les premiers qui nous disent: qu'est-ce que j'étais réticent à tout ça? Qu'est-ce que pour moi c'était un truc de bonne femme, de QVCT washing, de greenwashing? Et qu'est-ce que, en fait, maintenant que j'ai découvert la source de mes tensions physiques, parce que c'est souvent par là que ça commence, hein, c'est une douleur, une tension physique, un mal de dos, une cervicalgie chronique, un problème de fatigue oculaire et de migraines ophtalmiques qui déclenchent cette prise de conscience. Eh bien, ce sont eux qui nous disent: maintenant que j'ai compris la source de mes tensions, la source de mes maux, c'est-à-dire le manque de mouvement, le manque de souffle, bref, le manque de récupération parce que je cours une journée de marathon comme un sprint, à une vitesse de sprint, eh bien, ils sont enfin disposés à mettre en place des solutions et des antidotes. Mais ça passe quand même par un moment de prise de conscience, par la pratique et par parfois la douleur. Et c'est bien évidemment regrettable. Et donc, je me dis que pour ne pas être des cordonnier mal chaussé, pour ne pas faire que parler de ces moments de récupération, de ne pas travailler nous-mêmes en débordement parce que nous sommes en train de vous proposer un webinaire sur la pause déjeuner qui peut-être va vous mettre en retard pour vos réunions de l'après-midi. Eh bien, je vous propose de prendre 5 minutes, nous, pour travailler sur l'hyperconnexion, évidemment. Et tu le disais tout à l'heure, 40% des cadres sont en hyperconnexion. 40%, finalement, c'est beaucoup et c'est peu. Ça veut dire qu'ils sont surengagés, ça veut dire qu'ils ne travaillent pas d'une manière optimale pour la santé mentale et la santé physique. Eh bien, commençons par nous qui faisons partie sans doute de ces 40% d'hyperconnectés et de surengagés, par prendre un moment de respiration et de mouvement et de tester quelque chose qui peut-être vous semblera plus facile à apporter dans votre équipe, auprès de votre manager, une fois que vous l'aurez fait vous-même ensemble maintenant. Donc, on va faire un exercice de respiration que j'aime beaucoup. C'est une respiration en 3 parties. Ça permet tout simplement d'oxygéner le cerveau, de stimuler le système nerveux parasympathique qui remet les jauges de la tension et de la détente à l'équilibre dans le corps, bref, qui nous permet de nous détendre avant de retourner au combat. Cette respiration en 3 parties, elle est super simple. Vous allez placer, je vais vous montrer, vos mains d'abord sur le ventre, puis sur les côtes et enfin sur ici cette partie des collarbones, donc des clavicules pour respirer. On va respirer d'abord par le ventre, puis par les poumons, puis par les clavicules et on va expirer tout de go d'un seul souffle. On va y aller tranquillement, tous ensemble. Mettez d'abord les mains sur le ventre, inspirez par le nez, gonflez le ventre, puis gonflez les poumons en sentant les côtes flottantes s'élargir, puis gonflez les clavicules. Et expirez lentement, complètement, videz complètement le ventre, les poumons et les clavicules. On recommence comme ça 5 fois. Inspirez, gonflez le ventre, puis les côtes, puis les clavicules. Et expirez complètement. Vous pouvez lâcher les mains maintenant. On le fait sans les mains, en fermant les yeux. Inspirez par le ventre, puis par les poumons, puis par la zone des clavicules, du cou. Et expirez complètement le plus lentement possible. Encore 2 fois, inspirez par le ventre, par les poumons, par les clavicules. Et expirez le plus lentement possible. Puis une dernière fois, inspirez le ventre, les poumons, puis les clavicules. Et expirez lentement, complètement, videz le ventre et videz les poumons. Fermez les yeux quelques secondes et inspirez lentement, le plus lentement possible. 2, 3, 4 et expirez. 2, 3, 4. Une dernière fois, inspirez. 2, 3, 4 et expirez. 2, 3, 4. Puis vous pouvez cligner des yeux, rouvrir les yeux, les réhabituer à la lumière et prendre votre respiration normale. Est-ce que vous sentez que la respiration est un petit peu plus
calme, un petit peu plus paisible que tout à l'heure, un petit peu plus profonde. Vous pouvez nous le dire dans le chat, évidemment. Cet exercice-là, c'est l'un des exercices de la méthode du yogis qui permettent juste de reprendre un petit peu de souffle entre deux réunions ou, encore mieux, pendant une réunion. Vous pouvez le faire discrètement en coupant votre caméra, mais évidemment, le mieux, ça serait de le faire de manière complètement open, complètement visible, en proposant aux collaborateurs, aux collègues qui sont avec vous, pourquoi pas aux clients qui sont en train de discuter avec vous en visioconférence, de le faire ensemble. Et c'est comme ça que finalement, on arrivera à faire avancer le schmilblick et à changer les habitudes de travail et à inclure ces moments de respiration dans les usages. Et puis, je vous propose un moment aussi pour rompre la sédentarité. On l'a dit, hein, quand on travaille en débordement, c'est souvent soit vissé à son téléphone portable, à son smartphone, soit vissé à sa chaise de bureau. Et bien là, je vais vous proposer de vous lever. Levez-vous, quittez votre siège, quittez votre chaise de bureau. Personne ne vous regardera bizarrement, c'est promis. Et puis, on va faire un ou deux exercices qu'on peut faire aussi bien assis que debout. Là, je vous propose de placer les deux mains devant le cœur, ici, entrelacer les doigts de vos deux mains. Et à l'expiration, vous allez pousser les paumes de main vers l'avant pour arrondir le haut du dos. Inspirez, ramenez les mains au centre. Expirez, poussez les paumes de main le plus loin possible devant vous en soufflant bien pour arrondir et étirer l'espace entre les omoplates. Inspirez, ramenez les mains au centre. Expirez, vous poussez les paumes de main vers le bas cette fois-ci. Gardez la tête bien droite et là, vous allez étirer les épaules, toute la zone des trapèzes, le cou aussi, là où ça tire quand on est toute la journée derrière un écran. Inspirez, ramenez les mains au centre. Expirez, tirez les paumes de main vers le bas, le plus bas possible. Ok. Et là, je vais vraiment vous montrer l'exercice qui, pour nous, est l'alpha et l'oméga dans la méthode yogiste. Ça s'appelle le chien tête en bas. C'est la pose qui va étirer tous les muscles de l'arrière de votre corps. On imite le chien qui se réveille de sa sieste, qui étire finalement les ischio-jambiers, donc les muscles de l'arrière des jambes, mais aussi les lombaires, le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. Et ça, c'est vraiment l'antidote à tous les maux de dos quand vous avez mal au lombaire, quand vous en avez plein le dos, parce que vous avez pris trop de charge mentale, trop de charge cognitive et que vous êtes resté assis trop longtemps dans votre journée. Vous pouvez utiliser le bureau devant vous, la chaise de bureau. Si vous êtes en short, en jupe comme moi, parce qu'il fait 35 degrés chez vous, eh bien, pas de problème, on est tous dans le même bateau. Placez les deux mains bien à plat sur le dossier de votre siège ou sur la table devant vous et faites un très grand pas avec vos deux pieds vers l'arrière. Vous écartez les pieds à la largeur du bassin, d'accord? Pas trop écartés, mais pas non plus les deux pieds ensemble. Et puis là, on va faire un truc un peu bizarre. Vous allez plier les genoux. Plier les genoux vraiment. Et essayez d'amener le bas du dos, votre bassin, le plus loin possible derrière vous jusqu'à ce que peut-être il touche le mur derrière vous dans le bureau. Ok, là, vous imaginez que vous êtes Shakira, Jennifer Lopez, vous faites le twerk, vous essayez de cambrer le bas du dos. Et en essayant de vous cambrer, bizarrement, c'est le haut du dos qui va venir un petit peu plus bas vers le sol. Ok, dans cette position, vous devez sentir que ça tire dans les ischio-jambiers, derrière les mollets, derrière les cuisses. Vous pouvez tendre un tout petit peu plus les jambes, mais si le haut du dos s'arrondit comme ça, eh bien vous pouvez replier les genoux tout de suite pour garder un maximum d'extension dans le dos. Et dans cette position, vous allez relâcher la tête vers le bas, laisser les omoplates descendre vers le sol et sentir ici que ça tire dans tout l'arrière des jambes, dans tout l'arrière du dos, peut-être même dans le cou et dans les bras. Et vous allez respirer 5 fois parce que c'est absolument délicieux. C'est de la torture utile finalement. Vous inspirez et vous expirez ici. Ceci est une position de récupération. Ceci est une position de repos que d'habitude en yoga classique on fait à 4 pattes sur un tapis. Bien là, évidemment, qu'on la fait debout, c'est beaucoup plus pratique dans un open space ou dans un bureau, mais surtout pour éviter tous les chocs sur les talons, sur les mains également. Ça vous permet vraiment d'étirer. On respire encore 2 fois ici. Arnaud, tu es toujours là. Ton dos est parfaitement droit. C'est parfait. Vous qui êtes connectés, j'espère que vous savourez. Encore une grande inspiration par le nez, une grande expiration par le nez ou par la bouche. Et à la fin de votre dernière expiration, vous allez marcher tranquillement avec vos pieds vers vos mains
vers le dossier de la chaise, vers le bureau. Vous pouvez rouler vos épaules vers l'arrière, vers le bas, étirer votre dos, sentir la différence, pousser un grand soupir de soulagement avant de venir vous rasseoir. Et je sais que ça peut vous paraître complètement farfelu, mais cet exercice-là, cette pause active où on va étirer les muscles de l'arrière du corps, mais aussi renforcer les articulations, c'est tout simplement un moment de récupération que vous pouvez adopter en réunion, dans votre open space si vous embarquez vos collègues avec vous, ou encore plus facilement en télétravail, et qui va permettre les lombalgies et d'éviter les lombalgies et les sciatiques. Ça vous va? Pierre dit génial, j'espère que ça a bien tiré. Comment tu te sens, Arnaud? Ça a bien tiré, ouais. Je suis pas très souple. Eh ben, c'est parfait, la méthode yogiste, elle est faite pour toi. On n'est pas là pour aider ceux qui sont déjà souples, mais justement ceux qui se disent ce n'est pas fait pour moi parce que je ne suis pas souple, je respire à l'envers. Bref, ceux qui en ont le plus besoin et qui ne prennent pas le temps. 2 minutes chrono suffisent à votre poste de travail, sans matériel, sans vous changer, en ayant l'air un tout petit peu ridicule peut-être la première fois quand vous faites le chien tête en bas, mais après vous verrez que vous aurez embarqué tout votre open space. Et d'ailleurs, on l'avait fait faire dans pas mal de bureaux de la station F à l'époque et tout le monde avait trouvé ça fantastique. Tu me diras si certains s'en souviennent un peu plus de 8 ans après. Alors, justement, Arnaud, là, on a parlé de pause active, on a parlé finalement de santé mentale et de santé physique, de lutte contre la sédentarité. Pour toi, est-ce que tu fais une différence entre hyperconnexion, donc le fait d'être beaucoup trop sur son téléphone et donc d'avoir des impacts physiques et mentaux des écrans, et surengagement, c'est-à-dire ce fait de travailler en débordement qui, lui, j'ai l'impression, parle plutôt de la santé mentale. Est-ce que tu peux éclairer, s'il te plaît, pour nous, ces deux concepts-là avant qu'on passe aux questions de notre communauté qui est connectée? Oui, ce sont deux situations complémentaires. L'hyperconnexion, ça vient caractériser le fait qu'on interagit en continu avec une densité et une étendue dans la journée trop importante. Donc, c'est vraiment le même sujet que celui des temps d'écran dans notre vie personnelle. Le surengagement, ça met plus en évidence le fait que les collaborateurs le font de manière volontaire. Ils développent un sentiment, ils ont souvent un sentiment d'utilité supérieur à la moyenne dans l'entreprise. Ils assimilent ça aussi à leur niveau de responsabilité. C'est lié à leur niveau de responsabilité. Et puis, on en revient à cette notion aussi de Superman et Wonder Woman où finalement, si on n'est pas capable d'encaisser cette hyperconnexion, ce surengagement, ben, on n'est pas fait pour être manager, top manager et progresser dans l'organisation. Donc le surengagement, c'est une action volontaire des collaborateurs et c'est souvent quand même quelque chose qui est lié à l'inefficacité de fonctionnement de l'entreprise. Ça veut dire que toute cette hyperconnexion, ça crée beaucoup de bruit. Moi, j'appelle ça du bruit organisationnel, où on est sollicité avec des choses qui ne sont pas forcément urgentes dans un canal de chat qui nécessite a priori une réaction dans un délai court. Voilà, on hiérarchise beaucoup moins les choses. On est invité à des réunions pour lesquelles on se demande pourquoi on est là. Tout ce bruit-là conduit les cadres motivés par leur mission à travailler en débordement et à se mettre en surengagement, à vouloir gérer tout en même temps et à en faire plus qu'ils ne le peuvent, au détriment de leur bien-être, de leur performance, de leur santé. Donc, on est vraiment en train de dire que là, qu'il y a deux éléments qui sont indispensables pour préserver sa santé mentale et physique au travail. C'est à la fois notre responsabilité individuelle et on est en capacité de mettre en place des actions individuelles et collectives, de faire changer les choses en montrant les bonnes pratiques et les bonnes techniques. Mais il faut aussi faire bouger les lignes en ce qui concerne l'organisation du travail. Et ça, il faut une vraie prise de conscience collective sur les usages du numérique, sur les manières de travailler, sur le management avec un grand M. Et ça prend souvent un petit peu plus de temps. Et donc, l'action individuelle, si elle est faite à bon escient, si c'est une graine semée, elle peut aussi aboutir à ce changement organisationnel. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, je pense que de toute façon, il faut coupler les deux. Il y a une notion aussi de normes sociales, donc lutter contre la culture du débordement, par exemple, qui est à la fois important pour les entreprises qui veulent développer leur marque employeur et attirer des jeunes talents. Les jeunes sont beaucoup plus sensibles au respect de ce temps perso-pro.
Donc la culture du débordement, il faut lui casser le cou, lui tordre le cou, pardon, dans nos exercices. Il faut arriver à faire en sorte que les managers se sentent moins légitimes à envoyer des mails à pas d'heure pour demander des supports le lendemain matin. Et ça, c'est effectivement la somme de petites actions individuelles qui finissent finalement par changer ce qu'on appelle changer la norme, c'est-à-dire qu'il devient usuel de ne pas envoyer de mails à ses collaborateurs après une certaine heure. Ça fait l'objet ensuite de discussions et on commence à finalement établir de nouvelles conventions de collaboration. Donc, et c'est souvent à ce moment-là que l'entreprise arrive pour statuer, définir une règle. Ce qui était une convention devient une règle, et puis pourquoi pas devient un accord d'entreprise avec une discussion entre les représentants du personnel et la direction de l'entreprise. Et pas seulement le petit mot en fin caractère à la fin d'un email. Cet email, s'il est envoyé après 18 heures, n'attend pas de réponse immédiate hors jour ouvré. C'est ça, ça ne suffit pas. Et puis surtout, c'est celui qui a envoyé le mail à des heures atypiques, on va dire, qui finalement se met dans une situation de débordement. Donc, exactement. Même si le télétravail permet aussi de travailler en horaire décalé, en lieu décalé, et que certains qui écrivent les emails en horaires qui sont considérés comme des horaires de débordement par des gens qui sont sur un fuseau horaire parisien, peut être, lui, en train de travailler en Malaisie. Et donc, c'est aussi à chacun de vérifier les emails qui lui sont envoyés à des horaires qui correspondent à ces horaires de non-débordement, n'est-ce pas? Exactement, surtout qu'aujourd'hui, on a des fonctionnalités de planification de ces emails qui permet effectivement de travailler en décalé sans finalement créer des sollicitations auprès de ses interlocuteurs. Et tout à l'heure, on parlait de récupération, mais le fait de recevoir un mail, une information de son travail en plein milieu de la soirée, ça peut casser la déconnexion de son cerveau. Nos pensées étaient à notre vie sociale. Tout d'un coup, on est ramené à une problématique de bureau. Donc, j'espère que pour la majorité d'entre nous, ça ne pose pas de problème. Mais parfois, ça génère du stress. Et on a cassé tout le bénéfice de la récupération juste parce qu'on a reçu un email qui vient nous tracasser avant de terminer notre soirée. Et en plus, on était peut-être en train de dîner en famille ou d'avoir un moment sympathique. Voilà. Et là, on a tout mis par terre. Et pourtant, c'est nous-mêmes qui, volontairement, parce qu'on est devenus complètement accros à nos téléphones, qui avons scrollé et regardé nos notifications. Donc, il ne faut pas être pervers et dire non, mais c'est à celui qui reçoit le mail de ne pas regarder son téléphone durant ces temps de récupération. C'est plus comme ça qu'on vit aujourd'hui. Donc, c'est à chacun d'être vigilant et à commencer par celui qui va solliciter ses collègues. Non, très clair. Merci beaucoup Arnaud. On a des questions sur le chat qui tournent beaucoup sur en fait la disponibilité de tes solutions grid de mesure en fait. Edith et Anne qui veulent savoir comment est-ce qu'elles peuvent évaluer elles-mêmes leur rythme de travail. Est-ce que ce sont des solutions disponibles pour des individus, une personne hors d'une entreprise? Alors, pour l'instant, donc on est une jeune start-up. Pour l'instant, on travaille avec quelques belles organisations comme Accor, L'Oréal, Technip Energies ou Swiss Life sur ces sujets-là, mais c'est donc une solution qui s'adresse à des grandes organisations et c'est une solution en fait qui vient s'installer sur le système Microsoft 365 ou Google Workspace. Pour l'instant, c'est pas possible. Enfin, ça serait trop coûteux de le faire pour un individu. Donc voilà, on s'adresse plutôt à des entreprises d'une certaine taille pour l'instant. Bon, donc Anne, Edith et toutes les autres, si vous voulez que ces outils soient déployés pour vous, il faut convaincre votre manager, votre entreprise de les déployer chez vous. Si vous travaillez dans une grande entreprise, c'est exactement ça. Avez-vous d'autres questions, d'autres réactions, d'autres interrogations, des doutes ou même des bonnes pratiques que vous avez mises en place dans vos propres organisations? Il y a Anne qui nous dit, pour éviter le surengagement, il faut apprendre à dire non à son chef. Bah oui, ça fait évidemment partie du jeu. Et garder en tête que tout le monde ne peut pas dire non à son chef. Pour des raisons X ou Y, quand on prend un poste, voilà, on ne se sent peut-être pas légitime pour dire non à son chef. Donc, je pense qu'il faut protéger les collaborateurs qui ne sont pas forcément en mesure de dire non facilement. On peut dire oui, mais ou oui tout à l'heure, plutôt que non, éventuellement. Pierre est en train de taper frénétiquement. On attend sa question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Anne qui disait, bah oui, tout à l'heure, on en fait bien, après une séance de sport, on fait bien des étirements. Alors pourquoi ne pas étirer son cerveau après une séance d'activité cérébrale? Bah oui,
tout à fait raison. Mmh. Le cerveau, finalement, c'est une matière concrète. Je ne vois pas pourquoi on estimerait que c'est une matière purement intellectuelle et que le corps en est déconnecté. On n'est plus à l'ère de Descartes avec un corps machine et puis un entendement surpuissant. Vous avez bien raison de refaire ce lien-là. Bruno nous dit qu'il envoie des invitations à des réunions de 50 minutes, bien sûr. Il n'avait pas pensé à décaler de 5 minutes le début, mais il va commencer à le faire. Il a du mal, en revanche, à clore avec 10 minutes d'avance, car il y a toujours des bavards qui étendent la réunion. Comment est-ce qu'on fait pour finir une réunion à l'heure? Et je sais que je suis la plus bavarde du tout. Quel est le secret, Arnaud? Alors, pareil, je trouve ça extrêmement difficile et puis parfois, c'est les dernières minutes de la réunion qui sont finalement où tout va comment dire? Se décider et donc c'est gênant parfois de clôturer une réunion, avant. Moi, la première chose en tout cas moi ce que je fais, c'est que j'essaye 5 minutes avant ces 10 minutes avant l'heure, donc 5 minutes avant la fin, heu, l'objectif de fin de la réunion, je préviens qu'il ne reste plus que 5 minutes et je donne du sens à ça. En disant, voilà, c'est bien que si on peut arriver chacun à prendre notre petit temps de transition avec nos activités qui suivent. Et Ouais. voilà, c'est ça, c'est le petit truc. Et puis après, quand on sent que ce sont effectivement des discussions qui peuvent s'arrêter, bah, c'est dire poliment qu'on arrête la réunion, en tout cas qu'on se retire de la réunion, on laisse les gens terminer s'ils le veulent. Mais Et je reconnais que c'est pas si simple que ça. Après, déjà, la première étape, c'est si l'intention est là. Si l'intention, c'est de faire des réunions de 50 minutes, c'est déjà une première étape et on va petit à petit arriver à normaliser ça. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est valable aussi pour nos phases de travail profond, hein. On parlait de la méthode Pomodoro tout à l'heure. Il y a aussi toute la théorie autour du deep work, c'est-à-dire la nécessité de s'isoler et de travailler en mode monotâche sur un sujet pour être efficace et performant pendant une plage de temps donnée. Et chez Yogis, lorsqu'on forme des dirigeants, des managers à ces bonnes pratiques pour eux et pour leurs équipes, on leur recommande de garder au moins 1 heure par jour de deep work dans leur agenda. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se ménager une plage horaire au moins 1 heure où personne ne peut venir nous déranger, où la porte du bureau est fermée, où on ne peut pas prendre de réunion, de meeting et on clôt toutes les notifications, les Slack, les emails, les téléphones, sauf évidemment urgence vitale, et qui est indispensable pour écluser une liste de tâches beaucoup trop longue, pour travailler sur les sujets de fond et pour avoir vraiment cette capacité d'être réceptif et à la disposition, au service de ses équipes pendant le reste de la journée. Ça peut être tôt le matin, ça peut être après que tout le monde soit parti le soir, ça peut être tout à fait aussi visible dans un agenda entre 10 heures et 11 heures, par exemple. Est-ce que toi, tu as d'autres tips, d'autres bonnes pratiques pour arrêter le débordement? Et une fois que tu auras répondu à cette question, je vous proposerai de terminer le webinaire à 12h55 pour vous garder les 5 minutes qui vont vous permettre, vous aussi, de ne pas être débordé. Bah, Anne, dans le chat, dit qu'elle réserve son vendredi après-midi et effectivement, je vois des organisations, par exemple, L'Oréal, c'est le lundi matin. Lundi Mmh. matin, pas de réunion avec plus de 2 personnes, de manière à ce que le lundi matin soit vraiment dédié à organiser sa semaine et on sait tous que si on démarre, sa semaine avec, des réunions, bah, c'est le dimanche soir que ça commence à nous tracasser, qu'on vient relire les différents sujets, voilà et c'est ça qui est pas cool. Donc moi, je crois de plus en plus à l'efficacité effectivement d'avoir, d'imposer au sein enfin d'imposer, en tout cas d'encourager au sein de l'organisation des demi-journées qui sont dédiées finalement à traiter ce qu'on n'a pas pu traiter le reste du temps et à organiser les jours à venir. Bon, ça, c'est une vraie bonne pratique. Des organisations, tu l'as dit, L'Oréal l'ont mise en place. Ça peut marcher aussi dans une plus petite entreprise. Ça peut encore plus marcher si on est auto-entrepreneur. Encore faut-il l'assumer et en reconnaître l'efficacité et le bénéfice et ne pas se dire que c'est du temps perdu. Et je pense que le principal ennemi de la bienformance aujourd'hui, c'est d'oublier que ces moments de récupération ont un ROI positif. Ce ne sont pas des pertes de temps, ce sont des moments, des investissements qui vont avoir un résultat positif sur votre efficacité, votre performance et sur le travail accompli, même si, évidemment, au départ, on a l'impression que ça va nous mettre en retard. Donc, un gage, 1 € par minute de retard, c'est la bonne idée de Muriel pour ne pas terminer une réunion en retard. Mon mari, qui est un ancien sportif de haut niveau, lui, commence exactement à l'inverse. Toute minute de retard dans l'arrivée à une réunion, c'est 10 burpees.
Je vous laisse là-dessus. Ça peut être l'occasion de concilier finalement ponctualité et sport, santé au travail. 10 burpees ou 10 pauses yogistes ou 10 minutes de pause yogiste, ça peut marcher aussi. En tout cas, on vous laisse, il est 12h55 pile poil. Gardez ces 5 minutes pour regarder par la fenêtre, aller faire une vraie pause, marcher, vous aérer avant de recommencer votre après-midi. En tout cas, merci 1000 fois Arnaud pour tes éclairages, pour tes témoignages et tes bonnes idées. Merci à vous qui avez pris le temps de vous connecter aujourd'hui. On continue évidemment à interagir ensemble. Si vous avez des questions, yogiste.fr et pour te contacter, toi Arnaud. Grit.fr, gr33t.fr. Ben merci beaucoup Anne-Charlotte pour l'invitation et merci à tous pour cet échange. Il y aura évidemment un replay si vous avez déjà des doutes sur les bonnes idées que nous vous avons partagées. Le replay vous sera envoyé automatiquement. À très bientôt pour de nouvelles aventures et surtout bon été et à la rentrée pour le prochain webinaire expert Yogist Well at Work. Bel été à tous. Au revoir.